Pasteur Clomis, bonsoir. Bonsoir, Dorsan, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup pour la disponibilité. Est-ce qu'on est en forme? Oui, on est en forme. Merci beaucoup. Parfait. Alors, je tenais absolument à commenter l'arrivée de M. Biden, Joe Biden, le président américain, hier en Ukraine. Une grande surprise pour tout le monde. D'abord, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de timing, cette visite surprise, M. Clomis? En termes de timing, disons 1 an, plutôt 12 mois après l'invasion russe, la présence de Joe Biden est très significative, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans une sorte de surprise qui se voudrait, je dirais, la négation même de la présence de la Russie en Ukraine. Donc, c'est un géant qui se montre en train de protéger un petit et qui dit à l'autre, tu ne vas pas avancer sur son territoire. Alors, pour moi, cette présence est symbolique et constitue une gifle en règle à la Russie. Et c'est aussi très important, c'est une présence très importante aussi, très significative dans la mesure où le 20 février, il commémore ce qu'on appelle les héros de la centurie céleste en Ukraine. Donc, là où il y a eu des morts de la révolution de la dignité, maintenant, Kiev est en train de célébrer ces héros de la lutte qui sont en faveur d'une Ukraine émancipée. Et voilà que c'est ce jour même que Joe Biden décide de débarquer à l'Ukraine. Donc, c'est carrément un double symbole qui ne sera pas bien reçu par la Russie. Alors, c'est dans cette perspective qu'il faut situer la présence de Joe Biden aussi, qui est en train de renouveler son appui à, comment dirais-je, à Kiev. Oui, là, on l'a compris, il n'a pas ménagé non plus sa détermination de soutenir l'Ukraine. Avez-vous l'impression qu'on est au même niveau géopolitiquement en termes d'intérêt par rapport aux 12 derniers mois où il y a des considérations importantes à faire maintenant? Il y a des considérations géostratégiques qui ont carrément évolué. Premièrement, au début de la guerre, on pensait pouvoir asphyxier facilement la Russie, de même que la Russie pensait facilement envahir l'Ukraine. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la Russie est beaucoup plus résistante, beaucoup plus déterminée, tandis que les appuis de certains blocs à la Russie ne tarissent pas. Et ça devient un problème. Deuxièmement, il y avait une construction de l'ennemi qui paraissait être l'Occident contre les autres. Maintenant, c'est beaucoup plus polarisant, beaucoup plus nuancé aussi en même temps, dans la mesure où ce qu'on pensait qui allait être affiché comme support à la Russie, ou bien support caché, support subtil devient plus clair. Et d'autres acteurs qu'on pensait qui allaient s'aligner du côté de la Russie sont en train de réfléchir et jouer plus ou moins la carte de la neutralité. Donc c'est pourquoi je dis c'est à la fois polarisant dans certains bords et nuancé de l'autre côté parce que les dommages commencent à se faire ressentir. Nous voyons plus ou moins la résilience de l'Occident par rapport à cette guerre. De plus en plus, on se rend compte que l'Occident a les moyens de livrer une guerre, de dicter un certain agenda. Mais maintenant, d'autres acteurs majeurs comme la Chine demande qu'on revisite les stratégies de guerre aujourd'hui. On a remarqué aussi qu'il y a une construction sociale de l'ennemi qui fait partie des discours aujourd'hui. Donc, quand on regarde avec la Russie, Poutine qui parle d'ennemis, Joe Biden qui n'hésite pas à taxer la Russie, mais qui demande quand même une certaine modération quant à cette velléité d'utiliser les armes nucléaires. Donc, tout
tend à montrer que le discours de l'inimitié a amené les pays en guerre. Chaque pays, l'Occident veut conquérir, la Russie aussi veut conquérir, même si la Russie affirmait vouloir se protéger. Mais on se rend compte de plus en plus, ce n'est pas seulement une affaire de protection, mais c'est une question de conquête. Les intérêts à la base de ce conflit sont extraordinaires. Il faut les évaluer pour comprendre cette escalade, cette guerre qui risque de durer longtemps si les efforts diplomatiques échouent. Donc, c'est un peu comme ça que j'évalue la question maintenant. J'aimerais revenir sur un point très, très important, parce que Chloméus, par rapport à la visite de M. Biden à Kiev hier, on a compris le message, c'est surprenant non plus le message qu'il a lancé de solidarité à l'Ukraine. On a parlé tout à l'heure du symbole. Est-ce que cela ne voudrait pas dire aussi que, entre autres, l'Occident, par la voix de Joe Biden, veut dire à tout le monde on n'est pas prêt d'arrêter la guerre, on n'est pas prêt non plus d'aller sur une table de négociation? Alors, il faut dire que si cette guerre continue, nous voyons la montée vertigineuse des prix, voyez-vous, l'inflation bat son plein. Si cette guerre continue, les dommages collatéraux vont être extraordinaires. Mm-hmm. D'autant plus que la Russie subit justement de manière extraordinaire les effets de la guerre. Mais elle se serait adaptée, notamment avec l'appui de la Chine et d'autres pays. Jusqu'à quel point l'Occident peut tenir. Ce qu'on espérait avec cette guerre pour forcer le retrait de la Russie, c'est que à force de sanctions, elle arrive à courber les Chines. Maintenant, nous voyons une résilience assez importante qui commence à effrayer. Parce que si, dans des conditions de guerre, tu puisses réagir aussi efficacement, il y a un problème. Et toujours est-il que la Russie a fait valoir directement ou indirectement la menace nucléaire, mais jusqu'à présent, il n'y est pas passé. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'ils veulent la continuation de la guerre. Et non. Ce serait quelque chose de grave et, comme on dit, nous autres bien comptés, mal calculés. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que tout le monde va en payer les conséquences. Tenez-vous bien, les interdépendances sur plusieurs registres font en sorte que l'économie mondiale va mal quand il y a une guerre. Et puisque c'est tout le monde qui paie les conséquences, on a intérêt de trouver une voie diplomatique. Mais maintenant, jusqu'à présent, la Russie est déterminée et ce serait une honte pour l'Occident de faire un retrait. Maintenant, quand la diplomatie échoue, si on veut discontinuer la guerre, il va falloir retourner sur les tables de négociation. Et qu'est-ce que la Russie va exiger? Qu'est-ce que, comment dirais-je, les Occidentaux vont exiger? Et qu'est-ce que Kiev, qui est radical, va exiger? Personne ne sait rien. Et on a vu Joe Biden exhorter Kiev à, comment dirais-je, à penser à une pas une reddition, mais une forme de négociation pour ne pas s'enliser dans cette guerre. Mais Volodymyr Zelensky n'y a jamais pensé. Vous comprenez, un bon nationaliste, il veut aller jusqu'au bout et la Russie ne renoncera pas. Mais finalement, nous voyons Joe Biden aussi, tout en exhortant les Ukrainiens à ne pas aller trop loin, prodiguer de nouvelles aides, prodiguer de nouveaux supports. Et les armes qui n'étaient pas données au début sont quand même distribuées aujourd'hui aux Ukrainiens. Il y a une montée de gamme. Donc, au niveau des chars blindés, nous voyons qu'il y a beaucoup de changements parce que la Russie elle-même
persiste et signe quant à la nécessité de soumettre complètement l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Inévitablement, l'escalade continue, mais à un moment donné, il va falloir retourner sur la table de la négociation. Et je pense que Volodymyr devra faire des choix qui lui seront imposés d'ailleurs par l'Occident. Il n'aura pas le choix. Oui, mais on a l'impression que c'est pas du tout ce qui est en train de se faire, dans le sens où c'est toute des réunions cette semaine encore qui ont été faites pour continuer à alimenter l'Ukraine en armes. Écoutez, dans un an, les États-Unis en tête de liste a déboursé 22 milliards de dollars pour cette guerre. Ils continuent à débloquer des fonds et à envoyer des armes. Est-ce qu'on peut juste dire que c'est pour tenter de ramener les deux parties sur une table de négociation réellement, ou ça risque de s'enliser davantage? Alors, comme je dis, aujourd'hui encore, c'est la force brute qui est à l'œuvre. Mais tous les systèmes ont leur niveau de résilience. Et quand on dit que les États-Unis déboursent 22 milliards de dollars, il ne s'agit pas d'un déboursement qui fait mal à l'économie américaine, puisque ce sont les réserves russes qui se trouvent aux États-Unis qui financent les efforts de guerre. Voyez-vous? Donc, la Russie s'épuise indirectement en voulant continuer la guerre, parce que c'est même ces réserves aux États-Unis qui sont assujetties à, comment dirais-je, à cette budgétisation qu'on fait pour la guerre. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Il risque d'y avoir une implosion dans les économies occidentales et il pourrait y avoir une perte de cohésion interne. Et parce que si cela continue, je vous dis, les pays radicaux comme la Russie, qui n'accepteront jamais de perdre leur face, risquent de passer à autre chose. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Si l'escalade se poursuit, c'est le nucléaire qui risque d'être au rendez-vous. Et je pense qu'il n'est bon pour personne d'avoir à faire face aux armes nucléaires. Déjà, ce qui se passe pour le climat, le dérèglement climatique, nous dit un peu ce que peut apporter au monde un désastre nucléaire. Et on a eu des exemples en matière de guerre au niveau historique. Donc, je ne pense pas que lorsque cette limite sera atteinte, qu'ils voudront rester dans la guerre. La négociation est inévitable parce que la guerre ne pourra pas être éternelle. Déjà, il ne faut pas se mentir, les Ukrainiens sont épuisés. Parce que ce que les Russes font là, c'est carrément un spectacle, je dirais, macabre, qui ne respecte rien en termes de droit international de la guerre. Les gens, même les enfants, sont exploités à des fins sexuelles. Donc, c'est terrible ce qui se dessine là à l'horizon, les atrocités de la guerre. Jusqu'à quel point les Ukrainiens peuvent se montrer offensifs. Je pense que ce sont les Occidentaux qui donnent les armes, ce sont eux qui décident. Lorsque, si l'économie finit par s'améniser et ça continue d'être réduit, à un moment donné, ils n'ont pas le choix. Et je pense toujours que le dialogue est possible, même avec les plus radicaux, parce que si la guerre continue, nous allons payer les prix. Regardez les prix des maisons ici. Et les salaires ne suivent pas. Mais ce sont les effets de la guerre. Les raretés en termes de main-d'œuvre, les difficultés de la mobilité internationale pour contrer les problèmes de pénurie. Donc, il y a quelqu'un qui paie le prix. Et justement, il ne faut pas oublier le soutien plus ou moins indéfectible de la Chine à l'égard de la Russie en ces temps de guerre, parce que la Chine se sent interpellée. Donc tout ça nous dit que, à un moment donné, pour une question d'équilibre, il va falloir qu'ils aillent sur la table de négociation, peut-être avec le leadership de la Chine.
On le sait déjà, évidemment, toutes les guerres vont se terminer sur une table de négociation, mais on a l'impression que ce n'est pas là qu'on est du tout. Bref, on va regarder, justement, on va regarder comment ça va évoluer. Quelques mots maintenant sur la réaction de M. Poutine. Il a tenu un discours aujourd'hui essentiellement où il fait valoir que les Occidentaux, les pays alliés occidentaux veulent, pour citer ses propres mots, en finir avec la Russie. Il donne toute la responsabilité de la guerre aux Occidentaux. M. Poutine aussi fait l'éloge de la résistance économique de son pays et se dit déterminé. Les Occidentaux ne sont arrivés à rien et n'arriveront à rien. Voilà l'essentiel de son discours, les grands points qu'on peut souligner dans son discours aujourd'hui. Comment est-ce que vous comprenez sa réaction? Alors, c'est comme, n'oubliez pas, la présence symbolique de Joe Biden en Ukraine envoie un signal d'alarme très fort à l'effet que il y a un engagement total des États-Unis et parfois de conséquences des Occidentaux à l'égard de l'Ukraine. Cela dit, vous allez comprendre que le discours russe qui regarde ce qui se passe sur le front ukrainien voudra une réponse énergique à l'effet que ils iront jusqu'au bout eux aussi. Ils ne vont pas lésiner sur les moyens. Donc, c'est un peu dans cette optique qu'il faut évaluer ce discours, une façon de prendre en compte la présence symbolique du président Joe Biden, mais aussi d'assurer la cohésion interne parce que l'un des problèmes de la guerre, c'est quand tu perds les soutiens de ta population parce que tu es allé en guerre. Maintenant, le discours de l'inimitié est en train de favoriser une cohésion. Il y a moins d'opposition autour de la personne de Poutine maintenant en Russie. Parce que finalement, avec la propagande russe, le peuple réussit à croire, tant bien que mal, que c'est Poutine leur héros. Et sur le plan de la cohésion interne, cette venue est comme une manne qui renforce Poutine. C'est comme si on veut nous éliminer, nous Russes, on veut finir avec nous, alors mettons-nous en marche. Donc, la présence, la signification de la présence du leader américain, donc le leader même des Occidentaux dans ce processus de guerre, a eu une réponse au niveau du discours à la hauteur de sa signification. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Merci beaucoup, Pasteur Chloméus, pour le temps et les analyses. On va, j'espère, bien se reconnecter pour d'autres commentaires sur d'autres sujets à caractère international ou pourquoi pas politique locale ou nationale ici. Très bientôt. Merci beaucoup, M. Dorsan, et je salue nos chers auditeurs. Au revoir et à la prochaine. À la prochaine.